Oui, bonjour à tous et merci pour votre participation matinale à cette nouvelle session sur l'hydrogène. Pour ceux qui étaient déjà là hier, il y en avait une première sur le plan national. Et donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la place de l'hydrogène dans les systèmes énergétiques du futur, avec deux regards. Un premier regard pendant une heure sur plutôt la vision de l'autoconsommation, c'est-à-dire comment les particuliers, les collectivités peuvent s'approprier ce vecteur pour traiter les problèmes de gestion d'énergie renouvelable. Et puis une deuxième heure sur laquelle on va plutôt s'intéresser à la façon dont l'hydrogène va intégrer une vision réseau, que ce soit réseau électrique, réseau de gaz ou voire de chaleur. Donc premier temps sur autoconsommation. Donc l'hydrogène, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, c'est un vecteur qui, à l'instar de l'électricité, a la capacité de pouvoir stocker de l'énergie, mais également répondre à d'autres enjeux de mobilité, de cogénération, etc. Donc c'est un vecteur sur lequel on se penche depuis un certain temps et plus récemment l'État français a effectivement lancé ce plan qui appelle à beaucoup de développement dans nos territoires et dans nos maisons. Donc cette première partie va être l'occasion de deux présentations et puis je ferai réagir ensuite le délégué régional d'Enedis sur ces présentations. Donc une première présentation de Nicolas Bardy, qui est CEO de la start-up Sylfen, qui est une start-up qui travaille sur des systèmes énergétiques, des hubs énergétiques pour les bâtiments, mais peut-être pour plus de choses, et ça il nous l'expliquera rapidement. Et puis une deuxième intervention de la part de Emmanuel Boucher, donc, qui est directeur commercial de Povidian, qui développe lui aussi des solutions plutôt dédiées au système isolé, mais là encore je vais le laisser parler pour qu'il explique un peu mieux les technologies, les déploiements qu'il envisage sur le sujet. Donc Nicolas, Sylfen, récemment créé, issu du CEA, donc on se connaît déjà pas mal, hein, on va se tutoyer. Donc tu proposes effectivement une solution technologique un peu innovante et un peu originale, qui permet de mettre l'hydrogène en parallèle d'autres solutions de stockage pour répondre aux besoins des bâtiments. Donc je vais te laisser parler, tu présenteras ça 10 fois mieux que moi. Bien, merci de l'invitation. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Bardy, le président de Sylfen, une société que j'ai créée il y a maintenant presque 4 ans. Et on développe une solution qu'on appelle le Smart Energy Hub et qui est une solution pour accélérer et approfondir la transition énergétique dans le domaine des bâtiments. Donc pour nous, l'hydrogène n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen de renforcer les logiques d'autoconsommation et d'autoproduction. Et de la même façon que l'hydrogène est en train de transformer le secteur des transports, on est persuadé que l'hydrogène va transformer aussi le secteur des bâtiments. Donc on s'adresse, nos clients vont être des propriétaires de bâtiments. Dans un premier temps, des bâtiments collectifs, que ce soit des bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Et l'idée, ça va être de rajouter de la valeur finalement sur ce patrimoine. On construit un bâtiment où on le rénove pour plusieurs dizaines d'années. Et rajouter de la valeur sur ce patrimoine en intégrant finalement tous les moyens nécessaires pour pouvoir s'approvisionner de manière sécurisée à partir d'énergie locale. Alors l'énergie locale aujourd'hui, c'est essentiellement du solaire. On peut avoir des solutions de type hydroélectricité locale, on peut avoir des solutions de type éolien local. Dans les collectivités locales, on développe énormément la méthanisation et donc le développement du biogaz. Et donc l'idée, c'est de savoir à partir de toutes ces sources locales d'énergie, est-ce qu'on est capable finalement de sécuriser l'approvisionnement énergétique de bâtiments ou d'ensemble de bâtiments pour avoir quelque chose qui est plus économique, plus écologique évidemment, mais également intelligent et pilotable pour les écosystèmes énergétiques du futur. Pour faire ça, on développe une brique, le Smart Energy Hub, qui a une double fonction, une fonction de stockage d'énergie, pour stocker les surplus et les restituer plus tard, et également de production additionnelle d'énergie et de pilotage intelligent des flux énergétiques. L'idée, c'est vraiment qu'à l'échelle du bâtiment, on soit capable maintenant de prendre le pouvoir sur son énergie, c'est-à-dire de ne pas être en pure dépendance par rapport à des fournisseurs externes, mais d'être vraiment dans une posture de maîtrise et de pilotage actif de l'énergie à l'échelle de son bâtiment. Alors dans le domaine du bâtiment et de la transition énergétique, il y a énormément de choses qui ont progressé depuis des années et des années. Évidemment, toute l'isolation des bâtiments et l'efficacité énergétique du bâtiment, sans quoi tous les efforts pour arriver à optimiser l'énergie localement sont beaucoup plus difficiles. On sait évidemment intégrer maintenant de la production renouvelable solaire et le salon ici en est un très bon exemple. On sait faire du pilotage actif de la demande
Mais ça a certaines limites. Quand il fait nuit, on a besoin de lumière et on a beau avoir des LED et on a beau essayer de décaler, il y a des moments où on ne peut pas décaler parce qu'on a besoin de l'énergie. Pareil pour le chauffage en hiver. Et finalement, ce qui manque aujourd'hui dans cet ensemble de solutions, c'est un outil qui permette de décaler des grandes quantités d'énergie entre des moments de surplus longs, importants, et des moments de consommation supérieurs à la production renouvelable. Et ça, simplement, le décalage de la demande ne peut pas le faire. Et c'est là qu'on intervient pour augmenter de manière drastique la quantité d'énergie locale qui est réellement utilisée localement pour les bâtiments. Donc comment ça marche? Quand le bâtiment va produire trop d'énergie, on peut penser sur un bâtiment de bureau à un week-end de beau temps, on va avoir des mégawattheures de surplus d'énergie. On peut penser sur des bâtiments de logement pendant la journée ou pendant les vacances où les personnes sont moins présentes. Et cette énergie, finalement, on va la stocker dans deux outils. D'une part, dans des batteries, et d'autre part, en produisant de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Et quand, à l'inverse, le bâtiment a besoin de plus d'énergie qu'il est capable d'en produire, l'intérêt des batteries, c'est que ça réagit de manière totalement instantanée pour fournir la puissance au bâtiment. Et puis, on va pouvoir repomper dans l'hydrogène qu'on a produit au bon moment pour réinjecter vers le bâtiment de l'électricité et de la chaleur. Et donc, réutiliser cette énergie produite localement. Alors notre vision des choses, elle n'est clairement pas d'avoir des systèmes autarciques d'un point de vue énergétique à l'échelle de bâtiments unitaires. C'est vraiment de penser l'autonomie énergétique comme, ou le bâtiment à énergie positive, comme une façon d'avoir la maîtrise sur son énergie et de pouvoir piloter finalement les échanges d'énergie, que ce soit dans des logiques de smart grid locaux ou avec les opérateurs de réseau. Finalement, à partir du moment où sur votre bâtiment, vous avez des batteries, de l'hydrogène avec des mégawattheures de réserve d'énergie, vous pouvez décaler vos achats d'énergie sur le réseau, vous pouvez décaler vos réinjections d'énergie sur le réseau si vous le souhaitez. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil de flexibilité, un outil de pilotage, et pas une logique de petits systèmes fonctionnant en autarcie. Et une des choses intéressantes dans cette technologie, c'est qu'elle permet aussi de jouer sur deux vecteurs, le vecteur électrique, mais également le vecteur gaz. C'est-à-dire qu'on peut avoir directement, avec cette solution technique, une capacité à faire de la cogénération à partir de gaz à l'intérieur du bâtiment. Donc vous prenez l'hiver, des semaines entières de mauvais temps, de la neige sur les panneaux solaires, finalement, vous êtes capable de faire de la cogénération électricité et chaleur à partir de gaz plutôt que d'acheter de l'électricité sur le réseau et donc d'aller réduire finalement les tensions sur les réseaux électriques à ces moments-là et en plus d'avoir de l'énergie moins chère. Concrètement, pour réaliser un projet de bâtiment autonome en énergie avec la solution Sylphen, il y a tout un tas d'étapes parce que le bâtiment est vraiment un objet particulier. Chaque bâtiment se comporte de manière unique en fonction de là où il est, de comment il a été conçu, mais également en fonction de qui l'occupe. Donc en fait, on passe dans une approche qui est de dire, on regarde l'ADN énergétique du bâtiment, quels sont finalement ses profils de production, ses profils de consommation électrique et thermique, et comment on arrive à dimensionner au mieux la solution pour fournir la totalité de l'énergie à partir de la production disponible sur le bâtiment. Et si ce n'est pas la totalité de l'énergie, quel est le meilleur mix finalement d'un point de vue économique, écologique et environnemental. Après, derrière, évidemment, on étudie la solution, on peut livrer le produit et puis le piloter grâce à des systèmes de logiciels qui permettent de faire un pilotage optimisé et intelligent en fonction finalement des particularités de chaque projet. D'un point de vue impact, on arrive avec ce type de solution et grâce à l'hydrogène à finalement produire sur site plus de 80% de son énergie, autoconsommer quasiment 100%, puisque l'hydrogène a vraiment une capacité à stocker de grandes quantités d'énergie pendant des temps longs, donc tous les surplus qu'on va avoir en été, on est capable de les stocker pour les réutiliser plus tard. Et finalement, le reste à acheter au niveau des réseaux est extrêmement réduit, et on peut arriver à avoir des consommations en énergie primaire des bâtiments qui sont de l'ordre ou inférieurs à 30 kWh par mètre carré et par an, ce qui est bien meilleur que ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec des labels de bâtiments passifs ou de choses comme ça. Évidemment, on réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre, puisque finalement, le mix énergétique du bâtiment, c'est essentiellement du solaire autoconsommé directement, du solaire stocké et déstocké,
un peu de cogénération, un peu d'achat d'électricité en plus, mais sur des volumes extrêmement faibles, donc avec des taux de CO2 extrêmement faibles. Le pricing de la solution dépend du bâtiment, donc on parle en euros du mètre carré. L'objectif, c'est d'avoir une solution complète, incluant les panneaux solaires à moins de 100 euros du mètre carré de surface habitable, on va dire, ou utilisable du bâtiment. Et ça, c'est une métrique qui est extrêmement intéressante quand on la compare à la valeur finalement ou au coût de construction d'un bâtiment neuf, au coût d'une opération de rénovation et le gain patrimonial que ça intègre. On peut aussi avoir une logique économique de dire j'investis dans des moyens de production, panneaux solaires, solutions de stockage, et puis je vais faire des économies après en facture d'électricité et de gaz pendant 20 ans, et est-ce que je rentre dans mon investissement? Donc on a deux logiques économiques qui sont présentes. En fonction des types de maîtres d'ouvrage, on va penser plus à l'une, plus à l'autre. Les deux sont connectés. Alors si on regarde la deuxième logique qui est la plus classique, j'investis et ensuite quel est mon coût d'énergie sur 20 ans, ce qu'on montre c'est que même aujourd'hui à partir de prix français, ça ne marche pas sur 100% des projets de bâtiments qu'on a étudiés depuis ces quelques années, mais globalement on peut arriver à avoir un coût total de l'énergie solaire, stockage, cogénération qui est moins cher que simplement des solutions tout électriques en intégrant la maintenance des systèmes et les évolutions du coût de l'énergie dans les prochaines années. On arrive globalement en moyenne à réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 20-25%. Si on fait le même calcul en Allemagne, on est plutôt à 70 ou 80%, parce que forcément le mix électrique de base est beaucoup plus carboné. Et puis une réduction en énergie primaire, vous le voyez, de l'ordre de 30-40% par rapport à des bâtiments qui seraient non producteurs d'énergie et non stockeurs d'énergie. Ça, c'est un phénomène récent, mais hyper intéressant par rapport à l'économie de l'énergie et du bâtiment. Donc c'est vraiment au cœur du salon. C'est finalement les prix de revente des bâtiments. Alors, les prix de revente de bâtiments dotés de panneaux solaires et de systèmes de stockage, il n'y en a pas beaucoup forcément, puisque c'est en train de démarrer. Par contre, on commence à avoir des vraies statistiques sur les prix de revente des bâtiments en fonction de leur performance énergétique. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est des maisons individuelles. Et vous voyez qu'entre les maisons individuelles qui sont classées A ou B en termes de performance énergétique et celles qui sont des passoires thermiques, vous avez par rapport à la moyenne 10% en plus de prix de vente sur les maisons les mieux isolées. Et vous avez en gros par rapport à cette moyenne les passoires thermiques qui ont un prix qui est négatif de 10-15%. Je parlais tout à l'heure de 100 euros du mètre carré sur une installation solaire plus stockage. Si vous prenez un coût de construction de bâtiment neuf à 2000 euros du mètre carré, vous êtes à 5% du coût de construction du bâtiment. Si vous regardez le prix du mètre carré sur des bâtiments collectifs, vous êtes plus haut que 2000. Ça veut dire qu'en fait, votre installation de production d'énergie, de stockage d'énergie, elle vous coûte quelques pourcents. Et le prix de revente du bien, il augmente de 5 à 10%. À droite, vous avez le même type de graphique sur des bâtiments de bureaux par rapport à des labels de type BREEAM, ce genre de choses. Vous avez pareil une survaleur de l'ordre de 10 à 20% de la valeur du patrimoine. Donc moi, je considère qu'en fait, dans la plupart des cas, alors il peut y avoir des exceptions, par exemple les collectivités locales, quand elles fabriquent un lycée, évidemment l'idée c'est pas de revendre le lycée, mais dans le patrimoine privé, dans le patrimoine d'entreprise, quand on construit un bâtiment, on a cette logique patrimoniale, et finalement intégrer la performance énergétique dans cette logique patrimoniale, après c'est de l'énergie gratuite au coût marginal finalement pendant les 20 ans de durée de vie du système. Concrètement, le marché est gigantesque. Nous, on l'estime à 10 milliards d'euros annuels à l'échelle mondiale, tiré par toute l'augmentation des réglementations et labels de performance, et puis par cette logique d'autoproduction, autoconsommation, dont on voit bien qu'elle se développe de manière très très forte dans tous les pays du monde. Alors concrètement, c'est quoi notre produit ? C'est d'abord une suite logicielle qui va permettre de piloter tous les flux d'énergie entre l'électricité, le gaz, la chaleur. Une technologie très innovante issue du CEA qui fonctionne par moment comme un électrolyseur. C'est-à-dire quand il y a trop d'électricité sur le site, on va utiliser de l'électricité, produire de l'hydrogène à partir d'eau. Et puis à d'autres moments, quand le bâtiment est plutôt en manque d'électricité, le même objet va utiliser soit de l'hydrogène, soit du gaz naturel pour produire de l'électricité et de la chaleur. Donc on a un seul équipement qui fonctionne tout le temps
soit en mode je stocke de l'énergie, soit en mode je restitue de l'énergie électrique et thermique au bâtiment. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'extrêmement compact et finalement d'optimiser le capex de la solution. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on ajoute des batteries pour leur versatilité, leur réactivité et leur puissance. Et puis évidemment l'hydrogène qu'on produit, il faut bien le stocker. Donc on a aussi un sous-système de compression et de stockage d'hydrogène sur site. Donc ça c'est une photo de notre premier prototype démonstrateur qui démontre la totalité de l'intégration de toutes ces briques. Donc les batteries, le processeur d'énergie donc qui fabrique l'hydrogène et qui le réutilise, tout le logiciel qui pilote le fonctionnement et puis le système de stockage de l'hydrogène. Et puis aujourd'hui dans notre roadmap, on est en pleine phase de fin de conception de nos premiers produits qui sont des produits modulaires. Et donc un module s'adapte à une surface de bâtiment de l'ordre de 1000-1500 m². Donc je l'ai dit tout à l'heure, chaque bâtiment se comporte de manière totalement unique. En même temps, s'il faut faire une ingénierie spécifique d'une solution pour chaque bâtiment, ça va coûter horriblement cher. Donc les batteries, c'est modulaire. Le stockage d'hydrogène, c'est des réservoirs, on en met le nombre qu'on veut. Et puis, du coup, notre électrolyseur réversible, on l'a aussi fait sous forme de module. Donc pour tel bâtiment, on va avoir 2 modules de 50 kWh de batterie, 3 modules d'électrolyseur réversible, N modules de stockage d'hydrogène, puis pour un autre bâtiment, ça sera des nombres de modules différents. Mais finalement, c'est extrêmement simple, avec ces Lego, de venir s'adapter à différents bâtiments. Donc aujourd'hui, on a 2 contrats signés. On doit livrer un premier système avec 3 modules à la fin de l'année en Italie, à Turin. Et puis derrière, exploiter ces premiers pilotes en conditions réelles d'usage sur l'année 2020. Et voilà, tout mettre en œuvre pour avoir une première série de produits véritablement commerciaux en 2021 et attaquer derrière un scale-up. Je l'ai dit, on s'adresse aujourd'hui à des bâtiments collectifs. Je l'ai dit aussi, un module à peu près 1000-1500 m². Ça veut dire que pour traiter un bâtiment de 6000 m², on y arrive bien. S'il faut faire 100 000 m², on va avoir un nombre de modules un peu excessif. Donc on prévoit effectivement dans notre roadmap, plutôt vers 2022, d'avoir des modules forte puissance qui pourrait permettre par exemple de rendre ce site à énergie positive. Ça serait tout à fait faisable avec la puissance suffisante de technologie hydrogène. Je vais conclure là, simplement pour dire que la vision de l'hydrogène, c'est vraiment un outil, c'est pas une fin en soi. L'hydrogène a des usages spécifiques dans le domaine de l'industrie. L'hydrogène peut être un carburant pour les transports. Pour nous, c'est également un très très bon vecteur de gestion de l'énergie à l'échelle locale, faisant le lien entre l'électricité, le gaz, la chaleur, et qu'on peut tout à fait imaginer avec ce type de solution dans la dizaine d'années qui vient, des écosystèmes énergétiques complètement autonomes en énergie. Parce que finalement, à partir de sources locales intermittentes, éolien, photovoltaïque, peut-être hydroélectricité, de sources de gaz renouvelables, méthanisation, mais également tout un tas d'autres technologies qui rentrent aujourd'hui pour aller verdir le parc de gaz. On est capable d'avoir des réseaux locaux électriques avec des systèmes de stockage qu'on positionne à différents endroits qui vont venir capter les surplus, restituer de l'électricité et de la chaleur quand il y en a besoin, et puis, cerise sur le gâteau, avoir de l'hydrogène aussi disponible pour des véhicules hydrogène. C'était bien la question que j'avais posée, mais tu as répondu avant l'heure. Je propose qu'on enchaîne directement sur la deuxième présentation qui touche le même sujet. Donc on est déjà bien rentré dans la thématique de stockage d'énergie. Donc Emmanuel Boucher de Pauvidian, vous développez déjà des solutions et vous avez déjà implanté des solutions sur des territoires essentiellement non connectés, donc non connectés au réseau. Donc on est dans une approche un peu différente, puisque là on vise plus l'autoconsommation, mais quasiment l'autonomie. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus dans le détail les solutions que vous proposez et les démonstrations que vous avez déjà pu mettre en place sur les territoires? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. Donc oui, en fait, nous, on est des spécialistes chez Pauvidian, nous sommes spécialistes du stockage de l'énergie, mais au sens large du terme, quelles que soient les technologies, parce qu'on en connaît beaucoup. Et par exemple, EDF en a déjà installé dans les années 60, on appelle ça tout simplement le STEP, les barrages de pompage. Donc le stockage de l'énergie est faisable sous de multiples technologies. Et c'est vrai que nous, on est spécialisé un peu dans le domaine des sites isolés. Et après, on dirait, mais pourquoi l'hydrogène comme vecteur de stockage? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle assez récemment quand même.
Il y a 10 ans, quand vous disiez on va stocker l'énergie sous forme d'hydrogène, on disait oui, enfin c'est bon, il y a autre chose à faire. Donc déjà, pour des raisons politiques, c'est que maintenant, on veut développer au maximum les énergies renouvelables intermittentes, qu'elles soient éoliennes, solaires, choses comme ça. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas forcément maîtres de la météo ni de l'ensoleillement. Donc il va falloir trouver des solutions pour pouvoir stocker toute cette énergie. La technologie maintenant est prête grâce à de nombreux laboratoires, de nombreux industriels qui ont développé des solutions qui maintenant sont fiables, opérationnelles et disponibles sur le marché. Et justement, les prix aussi de ces équipements sont en baisse, parce qu'il y a 5 ans, on avait quand même des équipements avec des prix complètement prohibitifs qui nous empêchaient d'utiliser cette technologie. Mais l'impact sur le marché de l'arrivée de la mobilité hydrogène a fait que globalement, les prix de ces équipements commencent à baisser assez fortement et maintenant sont utilisables dans des conditions économiques intéressantes. Donc alors, pourquoi l'hydrogène ? C'est la première question. Quand il y a plein de technologies de stockage, pourquoi choisir l'hydrogène? Alors ça va dépendre un peu d'où on est. Parce que l'avantage de l'hydrogène, il a un inconvénient, c'est que son rendement n'est pas fantastique quand même. Par rapport à des batteries, on est moins bon. Mais la différence, c'est que je peux stocker de l'énergie pour une longue période, comme vous expliquiez. Donc pour l'été, pour l'hiver, une saison des pluies, pour une saison sèche, on peut s'amuser à jouer comme ça. Alors évidemment, là je vous ai montré les courbes d'ensoleillement de 2 villes différentes. Donc N'Djamena au Tchad à gauche, vous voyez à peu près la constance de l'ensoleillement. Donc là, faire du stockage longue durée d'une saison sur l'autre, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, à droite, on a Bergen en Norvège. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même un assez fort écart entre l'été et l'hiver. Parce que c'est vrai que l'hiver, chez eux, il fait un peu nuit toute la journée. Donc là, par contre, on a un intérêt important de pouvoir éventuellement transférer de l'énergie qui aurait été produite de façon solaire l'été pour l'hiver. Donc c'est sur cet avantage-là qu'on va utiliser, nous, dans nos systèmes, l'hydrogène. C'est pour compenser des variations saisonnières de capacité de production énergétique. Donc, dans quel cas ça peut être appliqué? Donc, alors, le site isolé, alors vraiment tout seul. Donc, ça, c'est un refuge en haute montagne, pas loin d'ici. Donc, évidemment, la haute montagne, l'hiver, il y a un peu de neige. L'été, il y a beaucoup de besoins. L'hiver, il y a moins de consommation. Donc, ce sont des moments où on peut avoir besoin à un moment de stocker pour dans 3 mois. Parce que là, par exemple, le refuge est fermé, mais dans 3 mois, il va y avoir 200 randonneurs qui vont consommer et potentiellement, on n'aura pas la capacité sur place de fournir cette énergie. Donc, on va avoir tendance à vouloir stocker longtemps, avoir une grosse réserve pour pouvoir fournir. Ensuite, vous avez le village complet qui, lui, est complètement coupé d'un réseau électrique. Bon, alors évidemment, France métropolitaine, il n'y en a pas beaucoup. Je ne pense pas même que je pourrais demander à Enedis, mais je ne pense pas qu'il y ait de village entier. Peut-être quelques sites, mais pas de village entier. Par contre, il ne faut pas oublier que la France aussi a des territoires outre-mer. Et où là, il y en a plusieurs. Donc la photo que vous voyez ici, c'est l'îlette dite de la Nouvelle, qui est au centre du cirque de Mafat à La Réunion. Donc on va dire c'est le point de convergence de tous les sentiers de randonnée de La Réunion, qui est la première activité touristique de l'île. Et qui pour l'instant, c'est ou des générateurs solaires isolés, ou des groupes électrogènes. Et on a donc fait un projet pour utiliser ça. Donc, par exemple, pourquoi La Réunion? Alors que La Réunion a un ensoleillement qui est de très bonne qualité, quasiment 10 mois par an. Mais la saison plein été, donc, qui est en ce moment, c'est décembre, janvier, février, est une saison où on a des cyclones. Alors là, pour le solaire, quand un cyclone passe, c'est pas terrible. Et en même temps, il fait tellement chaud avec une forêt primaire, c'est que vous avez une telle quantité d'humidité dans l'air, c'est qu'il fait un temps magnifique au lever du soleil à 6 h du matin. À 9 h, vous ne voyez plus le ciel. Juste par l'humidité qui remonte dans la forêt, qui forme. Alors, pas sur la côte, évidemment, quand vous êtes à Saint-Gilles, sur le lagon, il fait très bon. Hein. Mais à Mafat, à 10 h, vous ne voyez plus le soleil. Donc là, vous avez un effondrement de votre production solaire et il va falloir pouvoir alimenter. Et donc, l'idée, c'est potentiellement de produire en saison sèche pour l'utiliser dans cette saison-là. Et ensuite, donc, comme je le disais, on peut aussi l'utiliser sur des bâtiments qui voudraient faire du vrai bâtiment à énergie positive et non pas utiliser le réseau Enedis comme vecteur de stockage, c'est-à-dire je produis énormément d'énergie l'été et je consomme énormément l'hiver et je dis c'est Enedis qui va se débrouiller entre ce que je lui vends et ce qu'il me rachète. Voilà. Et ensuite, comme on disait, l'avantage de l'hydrogène, son dernier avantage, c'est que contrairement aux batteries, il est transportable.
C'est-à-dire que si je produis de l'hydrogène par partir d'ENR ou sur mon bâtiment ou dans une centrale solaire, éolienne, sur une île ou sur une centrale offshore éolien, l'hydrogène, lui, je peux le transporter. Donc je peux l'utiliser pour d'autres applications que juste réalimenter la chose sur laquelle je suis installé. Donc potentiellement, il y a la mobilité, évidemment, puisque c'est quand même, on en entend de plus en plus parler, mais il y a toutes les autres applications qui utilisent des énergies fossiles pour produire de l'électricité. Tout simplement les groupes électrogènes. Donc on a viré tous les bus polluants, les voitures polluantes de nos centres-villes. Par contre, on continue à utiliser des groupes électrogènes qui ont les normes anti-pollution d'il y a 25 ans. Mais eux qui tournent H24 au pied de la mairie de Paris, par exemple, quand il y a des travaux. Donc l'idée, c'est potentiellement pourquoi ne pas utiliser ce vecteur énergétique qu'est l'hydrogène pour pouvoir décarboner aussi cette alimentation électrique d'appoint. Parce que bon, quand vous faites un gros chantier qui dure 6 mois, 1 an, vous demandez à Enedis un raccordement provisoire et vous le faites. Mais si votre chantier dure 15 jours, c'est quasiment impossible de demander un raccordement provisoire à Enedis pour 15 jours, quoi. Enfin, ou pour 2 jours, 3 jours, ou même pour vous faites un festival de musique, vous n'allez pas demander. Enfin, moi, je suis breton, au Vierly-Charrue, ils vont pas demander à Enedis de tirer une ligne pour alimenter les champs de Carhaix juste pour 2 jours, quoi. Donc la rentabilité serait pas bonne. Donc il y a énormément de groupes électrogènes utilisés pour ça. Donc l'hydrogène pourrait servir aussi dans ce genre d'application. Alors, donc notre vision chez Powidian, c'est de toute façon le développement des ENR, on est dedans, on veut y aller, tout le monde veut y aller, quels que soient les pays, même les pays qui n'étaient quand même pas les champions des ENR s'y mettent. Mais de toute façon, il n'y aura pas de solution miracle, il faudra pouvoir stocker l'énergie. Alors, est-ce qu'on va utiliser des batteries? Est-ce qu'on va utiliser l'hydrogène? Est-ce qu'on va utiliser autre chose, du STEP, enfin, toutes les technologies? Alors, il y a des ayatollahs qui vous disent « Ah ben non, mais de toute façon, pour stocker l'énergie, il n'y a que les batteries. » Donc, par exemple, des fabricants de voitures américaines électriques. Alors que notre vision chez Powidian, c'est que c'est complètement faux. C'est en fait, il y a plein de technologies de stockage. Elles ont toutes des avantages, des inconvénients. Et en fait, la seule façon de vraiment les utiliser, ce sera de pouvoir les hybrider. De la même façon qu'on va mélanger du solaire, de l'éolien, un peu de nucléaire, de l'hydraulique dans le mix énergétique, bah sur le stockage, ça va être pareil. On va avoir des batteries, on va avoir de l'hydrogène, on va avoir du STEP, on va avoir des volants d'inertie pour les appels de puissance instantanée. On va mixer toutes ces technologies de façon à pouvoir réutiliser toute cette énergie ENR intermittente vraiment avec à peu près la même qualité de service qu'on a actuellement sur nos réseaux, on va dire plus traditionnels, qui n'ont pas encore d'énormes quantités d'ENR. Donc, qu'est-ce que nous on propose? En fait, nous on propose un système de stockage qui justement va hybrider ces différentes technologies de stockage en fonction des besoins. Donc le classique, c'est vrai que pour l'instant, sur les sites qu'on a fait, on est beaucoup sur batterie hydrogène parce que ce sont deux, quand même, comme on disait, ce sont deux technologies qui se complètent bien, qui ne se concurrencent pas, mais qui se complètent bien. Et par contre, on va être obligé de l'adapter en fonction de l'utilisation. Imaginons qu'on travaille sur une usine qui ait des appels de puissance instantanés très importants parce qu'il y a un four qui démarre, une machine qui démarre, des choses comme ça. Les batteries elles-mêmes ne savent pas réagir instantanément. Elles ont une limite. Donc par exemple, là, on peut réaliser des volants d'inertie qui, eux, ont des temps de réaction qui sont quasi instantanés, mais qui, par contre, ne savent pas stocker de l'énergie pour des durées supérieures à 2, 3 ou 4 heures. Alors après, pour le un peu plus long, on va mettre des batteries. Pour le très long, on mettra de l'hydrogène. Si éventuellement on a du relief disponible, on peut utiliser du STEP. Donc en fait, nous, l'idée chez Powidian, c'est de pouvoir, en fonction des besoins et de comment on va produire de l'énergie, mettre les éléments et les différentes technologies de stockage en face de façon à répondre à un besoin par rapport à une capacité de production. Et donc, le petit problème de tout ça, c'est que évidemment, ça se pilote, parce que il faut pouvoir prévoir, il faut pouvoir piloter les équipements. Et surtout, le problème du stockage, c'est que souvent, les équipements coûtent cher, voire très cher. Donc l'objectif, pour qu'il y ait une certaine rentabilité dans le système, c'est que les équipements que vous avez payés très très cher à l'investissement, vous les gardez le plus longtemps possible. Si vous êtes obligé de changer un électrolyseur, une pile à combustible ou des batteries tous les 2 ans, ça va être très très compliqué d'avoir une certaine rentabilité. Donc en fait, nous, on a développé toute une suite de logiciels intégrés dans notre contrôleur qui vont piloter l'installation de façon à utiliser tous les équipements au mieux de leur performance
dans deux intérêts, toujours satisfaire la solution et essayer d'optimiser le fonctionnement de chaque équipement individuellement de façon à optimiser sa durée de vie, de tant qu'à faire qu'on le garde. Si on l'utilisait mal, on changerait les batteries au bout de 8 ans. Bah, si je les change qu'au bout de 10 ou 12 ans, sur ma rentabilité sur 20 ans, ça change tout. Donc c'est l'intérêt du système d'intégration. Alors je vais vous donner quelques petits retours d'expérience. Donc le tout premier qu'on a fait en 2015, c'était un petit refuge ici dans le parc national de la Vanoise en Haute-Savoie. Donc refuge du col du Palais. Donc en fait là c'est très drôle, c'est on produit de l'hydrogène l'hiver et pas l'été, parce qu'en fait ils ne consomment que l'été. Donc en fait on va produire l'hydrogène l'hiver, mais en fait on voit les panneaux solaires, on les met à l'horizontale et on a la Dame Nature qui nous met de la neige, ce qui nous fait un miroir de 10 hectares juste devant des panneaux solaires qui sont congelés puisqu'il fait quand même moins 20. Donc on a des rendements sur des panneaux solaires. Les gens de SunPower, quand on leur a montré combien on sortait sur un panneau, ils ne voulaient pas nous croire. Ça c'est des panneaux 320 watts, on leur fait sortir 400 watts. Nous. En plein soleil, avec miroir à moins 20 degrés, je peux vous dire, les panneaux solaires, ça produit. Hein. Et donc ce système fonctionne parfaitement bien. On a donc installé pour EDF SEI, donc EDF SEI est l'entité d'EDF qui gère les départements d'outre-mer, un démonstrateur justement sur le cirque de Mafat qu'on a mis en service en 2017, donc ça fait 18 mois. Donc on l'a installé pour montrer que la technologie était opérationnelle. C'est une volonté d'EDF de tester est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est utilisable. Donc ça fait 18 mois que ça tourne, on n'a toujours pas eu aucune coupure de courant en 18 mois, donc je suis désolé, mais en fait on bat les records d'Enedis, hein, parce qu'on est à zéro. Par contre, c'est là qu'on a appris quelque chose de très intéressant. Vous savez que maintenant les systèmes de production d'énergie sont les principales cibles des cyberpirates pour les ransomware. Dans les 3 premiers mois de l'installation de la cirque de Mafat, on a eu 30 000 tentatives d'attaque sur la gestion à distance du système. Donc c'est là qu'on était un peu content de venir de chez Airbus Défense, puisque notre système est protégé par des systèmes mis en place par Airbus Cybersécurité avec le même niveau de cryptage que les militaires. Donc on n'a pas été trop inquiété, mais on a quand même eu 30 000 attaques. Donc c'est quelque chose qui, comme on va décentraliser l'énergie, on va utiliser les réseaux de télécommunications pour pouvoir manager tout ça. C'est vrai qu'avant, pour l'instant, dans les réseaux électriques, on avait souvent un réseau de communication dans les différents équipements qui était privé, qui n'était pas ouvert sur l'extérieur, donc à vrai dire, on s'en était jamais préoccupé. Maintenant qu'on va tout décentraliser, la cybersécurité sur les systèmes énergétiques vont vraiment devenir quelque chose de crucial. Donc on a installé aussi un petit stockeur d'énergie sous forme d'hydrogène sur un bâtiment à Saint-Herblain qui s'appelle Delta Green. Donc là, c'est un peu l'idée, c'est je produis de l'énergie et je la stocke sous forme d'hydrogène en période bonne. Alors sur Saint-Herblain, bon, c'est avril jusqu'à fin septembre-octobre. Hein. Faut être honnête. Et en fait, on va réutiliser cette énergie stockée l'hiver pour faire de l'effacement de pointe de façon à pouvoir réduire l'impact du bâtiment sur le réseau électrique. Donc, par exemple, là, bon, c'est un petit démonstrateur de faisabilité. On a baissé l'abonnement du bâtiment de 10%. On est passé de 140 à 120 kWh sur le réseau. Donc c'est vrai que c'est à petite échelle, mais potentiellement ça montre qu'on pourrait descendre encore plus, puisque souvent les bâtiments ont des pointes de consommation l'hiver, et c'est vrai que c'est possible de les réduire pour les... Et sinon, on est en train de construire donc plusieurs nouveaux projets. Donc on va rendre une île norvégienne, au sein d'un consortium européen financé par le FCHJU de H2020 Europe. Avec plusieurs partenaires étrangers. Nous allons rendre autonome en énergie un archipel norvégien qui est pour l'instant raccordé au réseau norvégien par un câble sous-marin, mais qui est hors d'âge, qu'ils doivent remplacer. Vu les coûts de remplacement d'un câble sous-marin, ils se sont dit, mais de toute façon, ce serait presque plus intéressant de rendre l'île autonome en énergie plutôt que de remplacer le câble. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, on arrive sur des puissances un peu plus élevées, puisque on va avoir des piles à combustible de 100 kW, des gros électrolyseurs. On arrive déjà sur des choses un peu plus puissantes. Sinon, on peut se féliciter que le gouvernement français se lance dans la transition énergétique. Alors, ça ne vient pas du ministère de la Transition écologique, mais ça vient du ministère des Armées. Vous savez que la France possède plein de petits cailloux un peu partout,
dont certains, donc celle-ci, l'île de Glorieuse, qui est située entre entre Madagascar et l'île de Mayotte, est un parc marin, réserve principale de biodiversité, mais qui est sous administration des terres australes et antarctiques françaises, mais qui n'a pas le personnel pour gérer l'île et vérifier que personne ne vienne chasser la tortue ou faire de la pêche illégale dans les eaux protégées. Donc en fait, ce sont des légionnaires du détachement de Légion étrangère de Mayotte qui gardent l'île et qui sont alimentés la petite base, parce qu'ils ne sont que 15, par un groupe électrogène où ils font venir le gasoil dans un casa à 25 000 € le voyage aller-retour, avec une capacité d'emport de 1,5 tonne. Donc vous voyez que le litre de gasoil arrivé sur l'île, il pique un peu. Donc une fois mis dans le groupe, vous arrivez à des prix du kilowattheure, c'est quelque chose de faramineux. Donc le ministère des Armées vient de nous confier la mission de remplacer ce groupe électrogène par un système autonome, tout simplement pour réduire les frais logistiques liés à la production d'énergie. Et on a eu la chance d'être retenu au sein d'un consortium du bâtiment, c'est que le CEA donc, va construire un bâtiment de démonstration, enfin un peu un showroom, on peut dire ça, un showroom à la Bègue, dans la banlieue de Toulouse, pour présenter les innovations au sein du CEA. Et la volonté était de rendre ce bâtiment totalement autonome en énergie. Et donc nous avons été choisis pour installer un système de stockage d'hydrogène qui va permettre justement de transférer la production solaire de l'été vers l'hiver, de façon à ce que le bâtiment soit vraiment autonome, en fait. Sachant que d'autres partenaires installent des batteries, parce qu'on n'utilise jamais de l'hydrogène sans batterie. Un autre partenaire va installer du solaire, et ainsi de suite. Et voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, juste une petite remarque pour démarrer, puis on va se tourner après vers un opérateur de réseau qui forcément peut être impacté par une partie de vos solutions seulement. Donc, on a pu constater qu'il y avait deux philosophies. Finalement, il y a vraiment l'autarcie, enfin l'autonomie propre, c'est-à-dire des sites qui ne peuvent pas être raccordés à un réseau électrique et qui, de fait, ont besoin effectivement de gérer une énergie qui, la plupart du temps aujourd'hui, est gérée par des groupes alimentés par le diesel, donc polluants, et avec un coût généralement de carburant qui est également assez élevé. Donc on se rend compte que ces solutions, d'ores et déjà, amènent des réponses économiquement intéressantes, et que ce qu'on appelle des démonstrations vont petit à petit venir des vrais déploiements et une vraie industrie. Et puis il y a le deuxième volet, mais que vous avez abordé un peu tous les deux, qui est effectivement la capacité à rendre un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qu'il ne s'affranchit pas des réseaux, et au contraire, il travaille avec ces réseaux, et il essaie de travailler en bonne intelligence pour être à la fois économe en énergie, vertueux au plan environnemental, mais continue à travailler, à discuter avec des réseaux de gaz dans la solution présentée par Sylfen, et les réseaux d'électricité. Donc je vais avoir un petit peu le regard de l'opérateur de distribution d'électricité en métropole, Enedis, et donc voir comment ces aspects d'autoconsommation viennent impacter un petit peu votre business, et comment vous pouvez vous adapter à ces situations où petit à petit, finalement, chacun peut devenir producteur-consommateur d'énergie. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, avant de démarrer, effectivement, je vais plus parler des solutions qui sont raccordées au réseau public de distribution, même si le stockage hydrogène et les groupes électrogènes hydrogène peuvent intéresser Enedis, bien entendu, pour décarboner son parc. Aujourd'hui, avant de répondre à la question sur l'impact de l'autoconsommation, je vais rappeler juste les missions d'Enedis. Enedis est responsable du système de distribution électrique sur 95% du territoire français métropolitain. Et la distribution, c'est une mission de service public de plus d'un siècle qui est profondément liée au développement économique et social local, et dont l'objectif, c'est l'irrigation de l'électricité vers les villes et les campagnes, au service de l'aménagement du territoire, de la modernité et de l'emploi. Et c'est une démarche responsable à l'égard de la collectivité qui fait pleinement partie de l'histoire et des valeurs de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, en fait, l'entreprise, et vous en avez commencé à en parler, est devant un défi majeur, puisque jusqu'à présent, l'électricité, elle circulait en sens unique des centrales de production jusqu'aux consommateurs. Et la mission de l'entreprise, la mission d'Enedis, c'est d'exploiter et de maintenir et de raccorder les nouveaux clients à ce réseau de distribution. Aujourd'hui, Enedis doit s'adapter aux nouveaux usages de l'électricité. Alors, la prise en compte des enjeux de la transition énergétique et d'une attente sociétale privilégiant le consommer local, donc qui s'applique aussi au domaine de l'électricité, vous l'avez dit. Et l'entreprise anticipe ces évolutions et accompagne les nouveaux usages qui en découlent, comme l'autoconsommation
donc individuelle et collective, mais aussi l'essor des véhicules électriques. Et Enedis doit aussi raccorder l'intégralité des énergies renouvelables qui sont majoritairement raccordées au réseau public de distribution. 95% des énergies renouvelables aujourd'hui sont raccordées au réseau public de distribution. Et pour tout ça, l'objectif principal, c'est de maintenir ce qu'on appelle nous le plan de tension, c'est-à-dire la qualité de tension qui arrive chez les différents consommateurs, malgré l'impact de ces nouveaux usages. Alors, pour répondre à comment Enedis s'adapte à ces nouveaux usages et à l'arrivée massive de l'autoconsommation individuelle ou collective, la première chose, c'est l'accompagnement déjà dans le raccordement de ces installations de production d'énergie renouvelable. L'objectif, c'est d'arriver à trouver des solutions pour que la solution soit rentable, c'est-à-dire qu'elle impacte le moins possible le client et son business model. Si on reste sur une image classique finalement de la distribution d'électricité, à partir du moment où vous avez un consommateur qui se raccorde au réseau de distribution, notre objectif c'est de faire en sorte qu'à n'importe quel moment, la quantité d'électricité dont il a besoin puisse lui arriver. De la même façon, quand un producteur veut produire de l'électricité, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'à chaque moment, il puisse produire au maximum l'énergie et l'électricité qu'il produit. Sauf que cette situation peut amener à surdimensionner les réseaux pour être sûr de pouvoir consommer un maximum à un certain moment et à produire au maximum à un autre moment. Et donc, c'est ça, en fait, le défi majeur pour Enedis, c'est de faire en sorte qu'on n'augmente pas finalement la capacité des réseaux de façon non raisonnable, puisque ça a un coût pour l'ensemble de la collectivité, mais d'arriver à trouver des solutions innovantes, dont une des solutions innovantes qui est un peu l'avenir du système électrique, c'est ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire la combinaison entre la partie réseau électrique et le numérique et la communication, de telle manière à trouver des solutions qui peuvent être plus intelligentes dans l'approche du raccordement, par exemple, mais être aussi plus intelligentes dans l'approche de la prise en compte de la production des ENR et de la consommation à des moments identiques. Un autre point essentiel dans la mission d'Enedis, dans l'autoconsommation collective ou individuelle, c'est pour que ça puisse marcher, il faut pouvoir compter les flux d'énergie qui vont exister. Et aujourd'hui, Enedis s'est engagé dans le déploiement des compteurs communicants qui sont la seule façon de pouvoir en temps réel compter les électrons qui sont soutirés des électrons qui sont produits. Donc c'est une autre manière aussi pour nous d'accompagner ces nouveaux usages et la transition énergétique. Et la deuxième chose, le dernier point sur lequel je voulais insister, puis on en parlera un tout petit peu après sur la flexibilité, mais pour revenir à l'hydrogène, l'hydrogène, c'est pour nous un vecteur aussi qui peut être un champ du possible dans les solutions smart grid. Il a une capacité de stockage dont les deux intervenants précédents ont largement parlé, qui permet à un moment donné, quand la production d'électricité est importante, de ne pas forcément l'injecter sur le réseau si on n'a pas besoin de la consommer immédiatement, mais éventuellement de la stocker. Et dans le cas contraire, et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus dans le détail après, de la réutiliser au moment où le réseau en a besoin pour alimenter les clients. Et cette solution intelligente qui permet en fait de changer un petit peu la façon d'Enedis de distribuer l'électricité est un champ des possibles des solutions smart grid qui permettent d'accompagner la transition énergétique. Merci. Donc en fait, effectivement, on change de paradigme avec un modèle de distribution, enfin de fourniture d'énergie qui était un modèle très linéaire auparavant, qui était assez prédictible avec une chaîne de la valeur qui était complètement évaluable à chaque point de relation. Et on va vers un modèle poupée russe finalement, où on aura des sites de ce qu'on appelle des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui vont à la fois produire et consommer. Et puis on va remonter progressivement du bâtiment au réseau local, puis aux réseaux nationaux et compagnie. Donc on va devoir un peu
mettre en place des outils de prédiction, parce que c'est un mot qu'on n'a pas encore trop utilisé, mais tout ça nécessite d'avoir des outils de prédiction, des capacités de production, donc de la météo principalement, pour ce qui concerne l'éolien et le solaire, et puis des outils sur la consommation, c'est-à-dire effectivement en fonction, là encore, de la météo, s'il fait froid, s'il fait chaud, des données d'ensoleillement et compagnie, s'il y aura des appels de puissance sur le réseau et compagnie. Oui. Donc j'imagine que vous travaillez sur tous ces sujets de changement de modèle et de paradigme. Tout à fait, des outils de prédiction et des outils de pilotage, puisque de pilotage et de mesure, c'est-à-dire que si on arrive à mesurer à n'importe quel moment l'état de la tension sur le réseau, on peut adapter en fait l'utilisation ou non d'un stockage ou d'une flexibilité sur le réseau de distribution. Je reviens vers les deux premiers interlocuteurs. On a vaguement évoqué effectivement la notion de convergence bâtiment-mobilité, mais je pense que dans les deux cas, que ce soit sur du bâtiment autonome ou sur du bâtiment à énergie positive, on peut trouver cette cohérence. On le voit bien au niveau de l'électricité aujourd'hui, puisque maintenant, même d'ailleurs, l'État impose d'installer des prises dans les garages ou dans les sous-sols de bâtiments pour que des utilisateurs puissent brancher des prises d'électricité. Quid de l'hydrogène de ce point de vue-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'installer, d'équiper également des bâtiments ou des collectivités isolées avec des bornes de recharge hydrogène et est-ce que ça rentre dans vos modèles? Oui, alors après, ça va dépendre dans quel domaine. Déjà, moi, pour l'instant, pour plusieurs sites, il n'y a pas de route, donc la mobilité. Par contre, c'est vrai qu'on a pas mal de clients qui viennent nous voir pour parler d'un écoquartier, d'un bâtiment énergie positive. Et en fait, certains, au début, parlent « je veux un bâtiment autonome en électricité ». Et puis, le cheminement, quand ils se sont engagés dans ce cheminement, pensent « mais en fait, pourquoi se limiter à ça ? Pourquoi seulement un bâtiment autonome en électricité ?» Et on travaille avec une entreprise suisse qui a fait ce cheminement et qui est devenue maintenant, pourquoi ne pas devenir une entreprise à énergie autonome? Donc c'est-à-dire que l'entreprise veut non seulement rendre son outil industriel totalement autonome en énergie, mais ils ont 2 voitures de société. Et ils ont dit, est-ce que vous ne pouvez pas gonfler un peu le système pour qu'on puisse remplacer nos 2 voitures de société par des iX35 pour que mes 2 commerciaux roulent à l'hydrogène qui sera produit nous-mêmes chez nous et, oui, ça peut être... mais après, il y a un problème de dimensionnement. C'est qu'une voiture consomme beaucoup d'hydrogène, donc il faut potentiellement pouvoir le produire. Réponse effectivement à peu près équivalente. Simplement peut-être pour souligner quand même que l'impact de la mobilité électrique à batterie est déjà gigantesque par rapport au réseau notamment de distribution, avec des puissances vraiment importantes. Et effectivement, quand on réfléchit un peu à ce que c'est qu'une voiture, c'est quand même un objet qui roule entre 2 bâtiments. Vous partez de chez vous pour aller à votre bureau, vous allez du bureau au supermarché, du supermarché à chez vous, etc. Enfin, voilà. C'est rare que vous laissiez votre voiture au milieu de nulle part. Il est en général toujours votre véhicule garé au pied d'un bâtiment. Donc le fait de le charger au pied du dit bâtiment est intéressant, sauf que quand vous multipliez les puissances de recharge avec des volontés d'aller de plus en plus vite, ça fait de plus en plus de kilowatts, vous arrivez à des problématiques aussi de puissance. Et là, le fait d'avoir du stockage décentralisé que j'ai présenté effectivement dans une logique de pouvoir utiliser localement au mieux l'énergie qui a été produite localement, quand vous hybridez avec des systèmes qui font de la puissance comme les batteries et des systèmes qui font plutôt de l'énergie comme l'hydrogène, vous avez aussi de la puissance. Donc vous avez aussi potentiellement une capacité à faciliter l'intégration de la mobilité électrique dans les bâtiments. Puis une dernière question un peu pour la gratter, parce que là on parle d'hydrogène, de bâtiments, d'habitation, de public. Quid de la sécurité de ces systèmes, de la garantie de fonctionnement d'une part, mais également des aspects dangerosité qu'on peut imaginer du côté grand public sur l'hydrogène? Alors j'ai tiré le premier, mais je pense que Powidian a plus de retours d'expérience que nous qui démarrons sur le sujet. On voit que ces technologies d'hydrogène sont quand même très très maîtrisées depuis de nombreuses années sur tout un tas d'usages. Encore une fois, les applications à la mobilité ouvrent la voie et permettent de développer des évolutions de normes et puis de renforcer toute la maîtrise technique de la filière. Donc là-dessus, on est plutôt aujourd'hui sur une problématique de réglementation. En gros, vous avez une voiture hydrogène, vous pouvez la garer au pied de votre bâtiment. Vous voulez faire une réserve d'hydrogène avec des bouteilles, vous ne pouvez pas la mettre à l'endroit où vous gareriez votre voiture.
alors que la voiture elle a un réservoir à 700 bars. Est-ce que vous voulez stocker juste pour stocker votre énergie dans votre bâtiment? C'est plutôt à 200 bars. Donc on a vraiment des problématiques plutôt d'adaptation de la réglementation pour que ce vecteur hydrogène qui avant était un produit purement industriel devienne un produit en gros de tous les jours. Donc ce mouvement-là est en train d'être fait dans la mobilité. Il faut qu'il soit fait aussi dans le domaine du stationnaire. Mais après, voilà, on est sur des technologies qui ont une dangerosité, c'est évident. C'est le cas des batteries, c'est le cas de l'hydrogène, c'est le cas du gaz. On a vu des événements récents. C'est le cas de l'électricité. Donc voilà, l'énergie, c'est pas quelque chose qui est sans risque. Il faut les maîtriser, les connaître, avoir des bonnes normes, et puis après, on vit avec. Alors c'est vrai que nous, sur les premiers projets qu'on a déployés, quand vous allez présenter à une collectivité locale, des choses comme ça, en disant je vais mettre, vraiment pas ma fat, le système de stockage est de l'autre côté de la rue par rapport à la cour de l'école quand même. Donc tout de suite, oh là là, hydrogène, les gens voient Zeppelin. Pourtant ça date, hein. Mais quand on parle d'hydrogène, on voit le Zeppelin qui brûle. Mais en fait, quand vous expliquez les règles de sécurité, le principe de qu'est-ce que c'est que la molécule d'hydrogène, globalement, les gens tout de suite comprennent. C'est comme c'est une molécule tellement volatile, si vous avez une fuite, c'est pas comme du gaz de ville qui va gentiment rester au sol, attendre qu'une flamme vienne tout faire exploser. L'hydrogène, hop, il s'en va, hop, et on n'est pas trop ennuyé. Et ça me fait penser à une petite anecdote. J'ai rencontré le lieutenant-colonel qui dirige l'école de formation des sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence, qui forment un peu les sapeurs-pompiers de tous les SDIS à des risques spécifiques, nucléaires, bactériologiques, chimiques, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et ils ont fait un module problème incendie sur voiture électrique. Et après, ils ont dit, quand ils ont vu les Kangoo de chez Symbio arriver un peu partout, ils se sont dit, voilà, mais il faut qu'on fasse quelque chose quand même, parce que si un jour des pompiers se retrouvent un accident, une voiture hydrogène qui brûle, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont fait un module et je les ai rencontrés et je leur ai dit, mais alors vous leur présentez quoi? Ils me disent, oh, bah, nous on dédiabolise, hein. Franchement, une voiture hydrogène qui brûle, on n'a pas plus de risques avec, je dirais même moins, j'aime autant une voiture hydrogène qui brûle qu'une Tesla, quoi. Beaucoup de batteries lithium, c'est compliqué à gérer, alors que sur une voiture hydrogène, on en a quand même beaucoup moins. Le risque est maîtrisable. Il y a du risque, voilà. S'il est bien géré avec des professionnels, c'est un risque totalement maîtrisable. Ben, écoutez, merci pour tous ces éclairages. Alors, est-ce qu'il y a je ne sais pas s'il est prévu d'y avoir des questions dans la salle? Oui, il y a des questions. Non, pas de questions. Après? D'accord, bon, donc on posera les questions après. Écoutez, pour conclure, donc effectivement, je pense que vous avez pu voir que des solutions existent déjà et puis sont encore en cours de développement pour des solutions encore plus progressives sur ce problème de l'autonomie ou du moins l'autoconsommation dans les bâtiments, dans les sites isolés. On voit que les opérateurs de réseau prennent en considération cette approche et c'est important. On va démarrer ensuite donc une seconde session où là on va plutôt justement parler du rôle de l'hydrogène dans des systèmes globaux énergétiques, c'est-à-dire qu'on va changer d'échelle, on va monter à l'échelle de territoires beaucoup plus large et de voir comment certains industriels cherchent à intégrer finalement ces solutions hydrogène en complément du reste, puisque ça a bien été dit dans ce qui a été présenté auparavant. On voit que l'hydrogène, ce n'est pas une fin en soi. C'est un des outils de la boîte à outils globale pour gérer les futurs systèmes énergétiques. Et donc, il y a toute l'intelligence à y mettre pour que ce vecteur-là vienne en complément de la chaleur, du gaz, de l'électricité, pour répondre à tous nos besoins quotidiens à chaque moment de la journée, à chaque moment de l'année, malgré effectivement des capacités de production renouvelables qui, elles, sont beaucoup moins pilotables et maîtrisées. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et puis on va faire un petit break de quelques minutes pour démarrer le second atelier. Merci beaucoup. Merci. Merci.